Alors, je m'appelle Maximilien, j'ai 29 ans et je suis formateur en menuiserie. Comment avez-vous découvert ce métier? Et donc encore avant le confinement, je travaillais en charpente maritime à Calais. Je fabriquais et je restaurais des bateaux, mais en association. C'était une association à but non lucratif, nationalisée. Et avec cette association, on recueillait des enfants qui malheureusement ne partaient pas en vacances. Et pour leur donner des petites activités, ils fabriquaient un optimiste avec nous. Un optimiste, c'est les petits bateaux, avec deux rames et une petite voile, on appelle ça un optimiste. Et en fabriquant ça avec eux, avec des enfants, des jeunes qui avaient entre 8 et 12 ans, par contre c'était un public beaucoup plus jeune, et que je me suis rendu compte la joie que les gamins avaient quand ils avaient fabriqué leur bateau. Je me suis dit, là il y a quelque chose dans la transmission. Et je me suis souvenu qu'en étant étudiant, j'adorais l'école, mais c'était pas l'école au sens propre du terme, c'était plutôt le côté pédagogie, la transmission d'un métier. Et c'est ça qui m'a fait la puce à l'oreille, qui m'a donné envie de devenir formateur. Avez-vous précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? J'ai eu les deux. Des échos très positifs de par l'accomplissement des jeunes, la réussite, découvrir l'évolution de nos jeunes en entreprise ou même au sein du CFA. Et négatifs parce que c'est un métier qui est très prenant, qui peut être très chronophage et qui peut des fois peut faire perdre un peu les pieds sur terre et on passe plus de temps ici que chez nous. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors mon parcours scolaire, ça a été un peu comme tout le monde, CAP, BEP, Bac Pro et BTS. Si je n'avais pas eu ce parcours-là, j'aurais potentiellement ne pas pu postuler, oui, parce qu'il faut un certain niveau d'études et d'expérience pour pouvoir enseigner. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? Alors si on prend le parti public et privé, parce qu'on a les deux structures, oui, il y a des postes à pourvoir. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif c'est de faire perdurer sa passion au travers d'autres personnes. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Alors depuis septembre 2020, 2 ans et demi, presque 3 ans. Je démarrerai ma 4e année en septembre 2023 du coup. Quels sont vos horaires de travail? 8h30 midi, 13h, 16h30. Alors on est comme tout salarié classique, 35 heures par semaine, mais on a aussi bien du temps de face à face avec les jeunes, donc qui représentent à peu près 25 heures par semaine. Et le reste du temps, c'est de la préparation de cours, de la correction, des visites en entreprise, de la concertation entre collègues. Donc voilà, le reste du temps, c'est du travail personnel que les jeunes ne peuvent pas voir. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Il y en a plein, il y a plein de critères qu'il faut correspondre. Il faut être patient, il faut être tolérant, savoir se remettre en question aussi, car des fois, certaines séquences qui peut-être nous paraissent bonnes pour nous ne correspondent pas au public que l'on peut avoir. Et c'est là qu'on se rend compte que des jeunes n'ont pas compris quel était l'objectif de notre cours. Et là, c'est à nous de nous remettre en question et à tout reprendre. Ils vont pas forcément nous dire votre séance elle est bonne, elle est pas bonne. Ils disent rien, c'est ça qui est dur. Pour s'en rendre compte, il y a plusieurs manières. Il y a les évaluations, les cours que l'on a fait. Et en fonction du niveau de réussite et de compréhension, on arrive à déceler est-ce que ma séance est bonne et pas bonne. Et après, l'objectif, normalement, c'est aussi d'échanger avec nos collègues pour voir qu'est-ce qu'eux pensent de notre séance, comment eux la comprennent. C'est ça aussi qui peut nous permettre de savoir si la séance est adaptée en fonction du public ou pas. Parce que si un collègue ne comprend pas ton cours alors qu'il a d'autres capacités cognitives, le jeune qui démarre ne le comprendra peut-être pas. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Ma journée de travail, comme tout le monde, je me lève 2 petites heures à l'avance, parce que mon travail est loin de mon lieu d'habitation. Je prends le train, j'arrive ici, j'imprime mes cours, mes exercices, mes évaluations, je démarre ma séance en faisant l'appel, je donne mes objectifs de cours ou mon évaluation, en fonction de si c'est de l'atelier ou de la technologie. Et là, ma journée, c'est perpétuellement, c'est suivre le jeune, voir qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de danger, que ce soit aux machines, que ce soit après en technologie. Et tout ça, c'est du suivi et beaucoup d'attention, beaucoup de fatigue mentale par moment. Quelles sont les tâches à réaliser à ce poste? Les tâches, déjà, tout simplement, c'est d'amener les jeunes à la réussite, que ce soit au CAP ou BP. Et les différentes tâches pour y arriver, c'est des exercices, du suivi, que ce soit ici ou en entreprise, des créations de supports, création d'exercices, sur lesquels on va amener les jeunes à préparer quelque chose pour afin les évaluer et voir est-ce qu'ils peuvent atteindre les objectifs pour réussir. À quoi ressemble votre journée type? La journée la plus classique, ça va être démarrer le matin à 8h30, 2 heures de technologie,
et 5 heures d'atelier. Ça peut être l'inverse, ça peut être 5 heures d'atelier, 2 heures de techno après. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer à ce poste? Oh, des difficultés, j'en ai rencontré pas mal, hein. Déjà réussir à me faire comprendre des jeunes, leur faire comprendre ce que j'attendais d'eux, faire des cours corrects. C'est très très dur de faire des cours que les jeunes puissent comprendre et appréhender sans avoir une frustration. Donc le plus dur, je pense que c'était de réussir à faire des séquences qui étaient des plus adaptées au public. Quand on démarre le métier, on connaît pas le vocabulaire. Et donc des fois c'est l'art de vulgariser son métier pour qu'il soit appris en amont, pour qu'à la fin, le vocabulaire qui a été un petit peu bafoué devienne le vrai vocabulaire technique. Comment peuvent le percevoir de par leur connaissance en amont? Est-ce qu'ils sont du métier, est-ce qu'ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils sont primo-arrivants ou pas primo-arrivants? Parce qu'on a ce public là aussi. Comment faire comprendre des gestes de sécurité à quelqu'un qui ne comprend pas la langue française? Encore. C'est encore un autre travail. Il faut vraiment trouver des moyens mémotechniques pour le jeune parce que le jeune ne peut pas travailler le langage. Il ne comprend pas encore le langage. Par contre, il comprend les images, il comprend les photos. Donc ça veut dire que certains gestes professionnels peuvent être enseignés de par des jeux d'imagier. Un jeu d'album photo, de BD, pour montrer aux jeunes les gestes qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et tu peux te rendre compte que l'attention du jeune, tu vas pas la capter pendant 2 heures de technologie. Et c'est humain. Nous-mêmes, quand on a des réunions, au bout d'une demi-heure, on peut lâcher sur 2 heures. C'est humain, malheureusement. Et à partir de là, quand tu sais le temps d'attention de tes jeunes, enfin de ton public, c'est à toi de savoir, quand tu fais ta séance de cours, à quel moment tu vas donner les bonnes informations et à quel moment les informations sont un peu moins importantes. C'est-à-dire en fonction du temps d'attention du jeune, tu sais à quel moment tu vas donner la bonne info ou une autre. Donc c'est à nous de donner les bonnes informations de manière concise, précise et qu'elles soient assez limpides. Quels sont les avantages de ce métier? Ah, les avantages, ça va être notamment du temps libre pour travailler. C'est-à-dire qu'on a du temps de cours et du temps de préparation. Ce temps de préparation, en fonction de tes années, de ton expérience, tu peux les faire tranquillement soit chez toi, soit au CFA. Et ça peut être un confort aussi de travailler chez soi. Ça, je le reconnais. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, c'est que c'est très chronophage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très répétitives. La correction de copies d'évaluation pour des examens ou même pour des évaluations diagnostiques ou autres, il faut les faire. C'est-à-dire que quand tu as fait ça sur 3-4 groupes, 3 fois 10, 3 fois 15, ça fait plusieurs copies à corriger. Tu peux corriger 20, 30 copies. Les 10 premières, ça va. Les 5, 6 autres, disons qu'au bout d'un moment, tu peux commencer à être fatigué ou énervé. Et là, tu vas peut-être moins avantager ou désavantager le jeune. Donc là, c'est à toi de te poser, de relire tout ce que tu as fait et de voir si tu es juste ou pas. Évidemment, c'est comme là, j'ai corrigé des copies. Il y en a que j'ai mis 16, d'autres 17. Des bons travailleurs, hein. Mais tu te rends compte qu'en fait, le 17 il devait redescendre à 16 parce qu'il a fait une autre erreur qu'en lisant vite j'ai pas vu et que du coup je l'ai surévalué. Que d'un point, c'est pas bien grave, mais il faut faire attention à ça. Nos cours, notre métier, on le connaît pratiquement par cœur. On fait tous des erreurs aussi à côté, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais quand on corrige plusieurs copies, il y a des erreurs qu'on ne va pas voir et d'autres qu'on voit. Et c'est vrai qu'en fonction de dire lui j'ai fait une erreur, ça fait 15 copies que je corrige, ça commence à m'énerver. Ça commence à me fatiguer, donc peut-être que je vais un peu plus le sous-évaluer alors que je ne dois pas. Donc c'est à ça de faire attention. J'avais que une dizaine de copies à corriger, 10 fois 2, donc une vingtaine. J'ai quand même passé une demi-heure à me relire, à voir les notes que j'avais mis, à étaler les feuilles sur la table pour voir si la meilleure évaluation et la moins bonne correspondaient vraiment à ce que j'avais mis. Et je me suis rendu compte que oui, j'en avais peut-être 2 que j'avais un peu inversé. Quel est votre plus beau souvenir? Plus beau souvenir, je pense que c'est pendant mes premières séances de cours, d'atelier, que j'ai transmis un geste professionnel. Donc je rappelle, on a un apprentissage, 1 semaine CFA, 2 semaines entreprise. Et c'est quand j'ai vu qu'à ma première semaine avec un jeune, je lui ai enseigné un geste technique, et que 3 semaines après, il le répète. Je me dis, là je lui ai appris quelque chose, là je suis content. Quel est votre plus mauvais souvenir? Mon pire souvenir, ça a été, je pense que mes premières séances de cours, où je me suis rendu compte que les jeunes ne comprenaient pas ce que je leur enseignais. Pour faire simple, j'ai mal enseigné. Et que je me rends compte que j'ai des échecs, non pas scolaires, mais des échecs sur papier type évaluation. Et là je me dis, mince, il y a quelque chose qui va pas. Et en te posant la question, tu te dis, c'est les jeunes qui n'ont peut-être pas compris. Tu vas voir des collègues qui ont plus d'expérience que toi, qui enseignent depuis bien plus longtemps, et ils te font comprendre que c'est pas bon ce que t'as fait. Reprends tes cours. Ça, c'est mon pire souvenir. Et c'est là qu'on se rend compte justement si notre séance a été bonne ou pas, si on voit
s'il n'y en a qu'un seul qui a fait une grosse erreur, ou si c'est tout un groupe qui a fait la même erreur. Si une erreur est répétée pour plusieurs jeunes sur une même séance d'évaluation, là il faut dire « Ah, c'est peut-être qu'elle n'a pas été bien comprise, ma séance. » Quel est le salaire à ce poste? Alors, il faut savoir que nous, on a des grilles de salaire avec des échelons, de l'échelon 1 à l'échelon 10. Chez nous, au CFA, mais c'est un peu comme dans l'éducation nationale, ils ont aussi des échelons. En échelon le plus bas, on va être, allez, on va dire une fourchette moyenne à 1650 €, en arrondissant un peu plus, un peu moins. Et maximum, je pense qu'on peut aller dans les 2400, voire peut-être 2500 € en net. Net. Quels sont les débouchés possibles de ce métier? Ah bah les débouchés du formateur, tu peux rester formateur toute ta vie. Si tu as la passion et la fibre sociale, tu peux rester formateur. Après, avec les évolutions, ou après tu peux aussi te lasser. Ça peut arriver au bout de 15, 20, 25 ans où tu enseignes au même public. Tu peux soit devenir peut-être référent pédagogique, directeur adjoint. Tu peux par la suite devenir un chef d'établissement. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Ah, plutôt bien, on est une équipe, donc c'est-à-dire que même s'il y a des collègues avec qui tu t'entends super bien et d'autres avec qui tu échanges beaucoup moins, on est une équipe, on est là pour travailler tous ensemble, donc tout se passe relativement bien. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Ah, ça dépend. Perçu par les profs eux-mêmes, parce que dans ma famille j'ai des enseignants, ils savent ce que c'est, donc le temps de préparation, le temps de travail, l'implication que ça demande. Et pour d'autres, je peux être vu comme un fonctionnaire qui a beaucoup de temps libre. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? Ah bah je pense que déjà en amont, lire et comprendre le référentiel du métier que tu vas transmettre, ça c'est déjà une bonne chose, que par moment quand on arrive catapulté dans l'enseignement et que des fois on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire avec eux, c'est compliqué. Donc déjà je pense que c'est déjà bien comprendre le référentiel, bien se préparer mentalement au public, non pas que le public est dur, mais surtout qu'on peut être des fois déçu quand on a nos jeunes parce qu'on s'attend à des hauts niveaux, on s'attend à avoir des grosses réussites dès nos premières séances. Et c'est comme ce que j'expliquais tantôt, des fois nos séances ne sont pas bonnes et on n'a pas des réussites avec nos jeunes. Donc déjà, pas avoir peur de se remettre en question, bien lire le référentiel, et surtout, ça fait partie de l'enseignement, c'est surtout se donner des objectifs de séance. Parce que quand on fait une séance de cours, il faut se dire, où est-ce que je veux aller avec nos jeunes? Où est-ce que je veux les amener? Si je sais où je veux les amener, là je vais construire ma séance pour les amener à ça. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention. On va à la Tineos, on va faire poser des fenêtres en bois. Alors, je veux les amener à la régie des fenêtres en bois. Comment je les amène à poser des fenêtres? Il y a de la technologie, leur faire comprendre c'est quoi les fenêtres, les différents organes des fenêtres, le chantier, la situation de chantier, déjà le vocabulaire, est-ce qu'ils vont comprendre le vocabulaire? Qui pose des fenêtres, qui en pose pas? Celui qui en pose des fenêtres, ça va aller tout seul, mais celui qui en pose pas, il faudra peut-être passer plus de temps avec lui. Donc en fonction du public, tu as des objectifs à atteindre, alors qu'il y a 2 à 3 niveaux de compétences différents. Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? Ah bah, de pas hésiter à y aller, car ça reste un métier très passionnant, mais malheureusement qui peut être aussi très prenant. Donc malheureusement la première année, ne pas avoir peur de sacrifier un peu de temps personnel pour te préparer. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.